donner des informations précieuses. Il n'y aurait donc plus personne à l'Élysée. Mais entre le vide et le plein, il y a une élection présidentielle. Le moment arrive, le choix approche. C'est vous qui allez décider. C'est dans les derniers jours d'une campagne que se détermine l'avenir d'une nation. Je suis en mouvement depuis près d'1 an, candidat à l'élection présidentielle, d'abord dans les primaires, puis ensuite devant les Français. Les enquêtes d'opinion, toutes répétées, nous ont placés à chaque fois dans la meilleure des situations pour le second tour. Mais en même temps, rien n'est joué, rien n'est fait, rien n'est décidé. Ce sont les citoyens qui vont à un moment prendre la responsabilité de continuer. Il y en a qui y pensent avec le président sortant, ou au contraire décider de changer. Et moi je veux vous appeler à changer. Mais c'est dans ces derniers instants qu'en définitive un pays change de destin. Ce qui fait une intention, l'envie, le désir de connaître un autre avenir, et la décision un dimanche, le 22 avril, parce que c'est le premier dimanche qui compte, d'aller choisir le bulletin qui va faire la victoire. Et c'est tout le sens de ma campagne de ces dernières semaines. Il ne reste pas trop de jours. Parfois on me dit mais la campagne est longue. Moi j'ai tout mon temps. Mais en même temps, il faut bien qu'à un moment, les Français décident. J'en connais qui encore doutent, s'interrogent. Faut-il venir voter le 22 avril? Pourquoi ne pas attendre le second tour, puisqu'il est déjà dit, prévu, que ce sera forcément entre le candidat sortant et moi-même que le débat se fera. Qui le sait? Qui peut le dire? Avez-vous, en tout cas moi je l'ai, à l'esprit le souvenir d'un 21 avril 2002, où là encore, sondage après sondage, impression après impression, les Français pensaient que c'était déjà joué, que ça se ferait nécessairement au second tour. Et puis, la violence de l'annonce, la brutalité de ce résultat de premier tour, 21 avril, quand on apprend que la gauche a été écartée et qu'il nous faut terrible choix, écarter l'extrême droite et voter pour le seul candidat qui reste au nom de la République. Mais moi j'en ai gardé la mémoire, le souvenir, la blessure. Et je sais encore que pour cette fois-ci, il peut y avoir des tentations de ne pas venir voter, aller se disperser. Et c'est d'ailleurs ce qu'espère la droite. Elle connaît bien sa situation. Le candidat sortant sait qu'il n'est pas populaire. Il a dû être informé. Et quand il circule, il a bien les retours. Encore que c'est pas sûr, parce que chaque fois qu'il se déplace, les villes sont bouclées, les barrières installées. Et quand il voit les manifestants, il croit que c'est nous qui les envoyons. Nous n'y sommes pour rien. Et quand les syndicats protestent, vous avez vu, ils voudraient même les remplacer. Donc, le seul espoir qu'il peut avoir, c'est que la colère, la frustration, le mécontentement, en définitive, se traduisent ou par l'abstention ou par la dispersion. Je l'entendais ce matin
dire du bien du candidat du Front de gauche. Et il n'y est pour rien, Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'avait pas, Nicolas Sarkozy, assez de compliments à lui adresser. Il trouvait ses propositions formidables. Il trouvait qu'il faisait une bonne campagne, enfin Jean-Luc Mélenchon. Il trouvait que, en définitive, les Français devaient aller se porter sur lui. Mais pourquoi tant de compliments? À un moment, je me suis dit, mais il va peut-être appeler à voter pour le Front de gauche. Nous avons compris, autant de compliments traduisent une volonté, celle de disperser la gauche. Moi, je respecte les autres candidatures à gauche. C'est bien qu'il y ait toutes les familles représentées. Encore que la droite n'a pas ce genre de pudeur ou de pluralisme. À droite, ils se sont organisés pour présenter un seul candidat. Quand je dis qu'ils se sont organisés, c'est que le candidat n'a pas laissé d'autres candidatures apparaître. De gré, de force, ils se sont ralliés. Mais nous sommes dans cette situation. Et en même temps, je préfère vous dire la vérité. Nous avons besoin d'avoir la force dès le premier tour. La dynamique, le mouvement, l'envie de victoire. Parce que c'est au premier tour que s'engagera à ce moment-là un processus irréversible. Ou au contraire, si nous nous sommes laissés aller, une autre campagne démarrera au lendemain du 22 avril. Alors soyons simples. La confrontation, elle est entre la gauche et la droite. C'est un choix important pour la France de savoir quel sera son destin pour les 5 ans qui viennent. Quelle sera la conception de l'État, la part de la solidarité. Quel sera aussi ce qui relèvera de la cohésion nationale, des services publics, de la capacité de vivre ensemble. C'est un choix important aussi pour l'Europe, qui nous regarde, qui nous espère. Et je dis, c'est quand même pas possible d'avoir de l'austérité pour toujours. Nous, Européens, qui avons voulu un espace de paix, c'est fait, mais aussi un espace de croissance. Et beaucoup d'Européens espèrent notre victoire, la nôtre, pour changer la direction de l'Europe. Jamais peut-être une élection en France n'aura eu une aussi grande portée pour l'ensemble de notre continent. Faites-en aussi la preuve, montrant que les Français sont capables de donner une autre ambition pour l'Europe. Nous sommes dans un contexte exceptionnel, c'est vrai. La crise mondiale, crise européenne, sentiment d'impuissance, beaucoup de doutes. Eh bien, nous devons les lever, ces doutes. Nous devons montrer que la démocratie, la nôtre, est plus forte que les marchés et que nous pouvons dominer les forces de la finance. C'est tout l'enjeu de cette campagne présidentielle. J'étais à Tours et je rappelais à celles et ceux nombreux, comme vous ce soir, qui m'écoutaient, je leur dis, moi je suis sérieusement de gauche, mais je suis pour une gauche sérieuse, une gauche qui ne peut pas décevoir, mais une gauche qui doit gagner. Parce que vous rendez-vous compte, si nous ne gagnons pas, vous imaginez? Vous n'en voulez pas? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans ma démonstration. Vous voyez les risques. Vous imaginez les dégâts. Vous les connaissez déjà. Donc ça n'ira pas plus loin. Ça s'arrêtera le 6 mai. Ce qui est en jeu, ce sont deux visions de la France entre la droite et la gauche, deux conceptions de la République. Le président, le prochain,
devra travailler avec toutes les forces vives, fixer la direction, montrer un respect des engagements, ça nous changera. Mais être capable de faire vivre la communauté nationale avec ses élus, les villes, les départements, régions, les territoires, nous en avons besoin. Le prochain président devra également respecter les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, les syndicats. Quand j'entends le candidat sortant attaquer les syndicats, j'entends surtout le président sortant attaquer les salariés, et c'est ce qui se prépare si nous n'y mettons pas bon ordre. Et le voilà qui promet des référendums sur tout sujet. Consulter le peuple est plutôt une bonne approche. Que l'a-t-il fait d'ailleurs depuis 5 ans? Avait-il consulté le peuple sur les retraites, sur le traité européen, sur les franchises médicales? Et là maintenant, ça le prend. Il veut consulter le peuple sur les étrangers, sur les chômeurs qui ne travailleraient pas, comme si les chômeurs étaient responsables de leur situation. Ceux qui sont responsables du chômage, ce ne sont pas les chômeurs, ce sont ceux qui dirigent le pays. Voilà même qu'il annonce un référendum si les élus locaux ne mettent pas leur gestion au bon ordre, comme si c'était d'ailleurs les finances locales qui étaient déséquilibrées, alors que c'est l'État qui a aggravé la dette publique depuis 5 ans. Eh bien, moi, je conteste cette vision. La France doit être unie dans ce moment si difficile. Et demain, je serai le président qui rassemblera les Français, qui les mobilisera sur un grand objectif, qui demandera le concours de toutes les forces vives. Les élus des territoires, les citoyens engagés dans les associations, heureusement qu'ils sont là, ces bénévoles de tous les jours, ces républicains anonymes qui font que nos villes, nos quartiers peuvent encore tenir malgré les épreuves et les chocs. Je travaillerai avec les syndicats et même avec le patronat, c'est vous dire. J'ai compris qu'il n'était pas en notre faveur, qu'il soutenait le candidat sortant. C'est bien le droit de ce syndicat patronal, soutenir un candidat du peuple, comme il se prétend. Mais nous devons travailler avec tous. Nous avons besoin des entreprises, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin de confiance, tout simplement de confiance. Voilà le mot que je veux prononcer devant vous, ce beau mot qui permet, en définitive, de donner du sens à la politique. Parce que la politique doit montrer qu'elle peut agir. Parce que la République a des valeurs qui peuvent servir de levier. Parce que nous avons des atouts considérables dans notre pays. Atouts économiques, atouts culturels, les services publics, mais aussi cette jeunesse sur laquelle je veux m'appuyer, ou plus exactement, cette jeunesse à qui il faut faire confiance pour demain. Le rôle d'un chef, ce n'est pas être chef de tout, c'est d'être chef d'État. Être chef de l'État, ce n'est pas être chef de la majorité. Il y a un Premier ministre qui ne peut pas être un collaborateur. Ce n'est pas être chef de parti. Ce n'est pas être chef de clan, de caste. Être chef de l'État, c'est d'être capable de fixer la direction, de donner un sens à l'action publique, de respecter les pouvoirs, de faire que la justice puisse être indépendante, de donner l'exemple, d'assurer une moralisation de la vie politique. Oui, elle est nécessaire. Et nous aurons aussi à prendre des engagements là-dessus, sur le non-cumul des mandats, sur la parité, sur la décentralisation qui devra être renforcée, et puis aussi sur les financements de campagne électorale. On en apprend beaucoup en ce moment. Je ne connais rien des instructions en cours et je ne veux pas les commenter.
il faudrait quand même mettre un terme à ces financements par les particuliers s'ils atteignent un certain niveau et s'ils se répètent. Je ne parle pas de ce qui est en dehors même de la loi. La moralisation de la vie politique doit être une exigence de la part du prochain chef de l'État. Et puis un président de la République, mais faut-il encore qu'il soit choisi par les Français, doit être porté par une grande cause, par un grand idéal, par un dépassement de lui-même, mais aussi de tout ce qui traverse notre pays. Cette grande cause, celle que j'ai annoncée depuis le début de cette campagne, c'est la jeunesse de France. C'est l'école de la République. C'est de donner les moyens de la formation, de la qualification. C'est le sens des 60 000 postes que j'ai promis et qui seront affectés le plus tôt possible, les 12 000 premiers, dans les réseaux des enfants, des élèves qui sont les plus en difficulté, les RASED, les SECPA, là où il y a ce devoir moral, dans les zones rurales comme dans les quartiers, d'apporter le concours de l'école de la République pour donner la chance à chacun. Nous ferons en sorte qu'aucun jeune de 16 à 18 ans ne puisse connaître la déscolarisation. Chaque jeune devra avoir une solution ou un emploi ou un apprentissage ou une formation ou un service civique. Je n'abandonnerai aucun enfant de France. Et je ferai aussi de l'emploi des jeunes la grande priorité. À la fois les emplois d'avenir, les emplois jeunes que nous devons affecter là où les quartiers nous envoient le pire des messages, celui du désœuvrement ou du découragement avec des taux de chômage des jeunes qui dépassent 30-40%. Nous introduirons le contrat de génération, le contrat qui permettra de recruter des jeunes, enfin avec des contrats à durée indéterminée et garder des seniors pour qu'ils puissent partir en retraite dans les meilleures conditions. Oui, tout sera fait pour la formation, la qualification, l'entrée dans l'emploi, l'accès au logement pour les jeunes. Je n'oublie pas les autres. Je connais les parents qui souffrent aussi, mais qui attendent, qui espèrent que d'abord la vie sera meilleure pour leurs enfants. C'est ce que j'avais appelé, que je continue de formuler, le rêve français, la capacité que nous devons avoir de permettre à la génération qui vient de vivre mieux que la nôtre. C'est ce que nous avons reçu de nos propres parents, de nos propres grands-parents. Eh bien, nous sommes en dette aujourd'hui à l'égard de nos enfants. Il en est de même d'ailleurs sur la question écologique, environnementale. Nous avons une transition énergétique à accomplir et nous la mènerons. Nous ferons en sorte que 1 million de logements chaque année puissent être isolés pour que nous puissions faire des économies d'énergie. Nous ferons monter les énergies renouvelables parce que nous en avons le devoir. Nous investirons sur l'économie verte. Bref, nous avons à préparer l'avenir ensemble. C'est ça le rôle du président de la République. C'est ça la confiance que nous devons apporter dans notre avenir. Et puis il y a la justice. Voilà ce qui a manqué depuis 5 ans. Tant toutes les décisions qui ont été prises ont été à rebours de cet idéal républicain de l'égalité. Eh bien nous la remettrons, cette égalité, sur ses pieds. Justice fiscale, avec une réforme qui permettra que les revenus du travail comme les revenus du capital soient imposés de la même façon. Nous en terminerons avec ces niches fiscales. Nous mettrons aussi une progressivité de l'impôt pour les entreprises. C'est pas normal que les plus petites payent plus d'impôts en proportion de leurs bénéfices que les plus grandes. Et puis, certains revenus sont à ce point indécents que nous les fiscaliserons à un niveau qui dissuadera la distribution de ces bonus, de ces stock options qui atteignent des montants dont un smicard ne pourrait pas espérer plusieurs vies durant. Nous y mettrons bon ordre, là encore. Justice, justice toujours. Justice sociale. Nous permettrons à ceux qui ont travaillé 41 années de partir, enfin, 60 ans.
Justice aussi dans l'accès à la santé. Nous contrôlerons les dépassements d'honoraires. Nous ferons que l'hôpital public soit un service public et pas une entreprise. Nous installerons davantage de médecins dans de meilleures conditions. Nous rémunérerons différemment la médecine de ville. Nous engagerons enfin la réforme de la dépendance qui est tant attendue, tant espérée par des familles qui n'en peuvent plus, où on est obligé de céder son patrimoine si on veut finir sa vie dignement. Ah, il faudra sans doute la solidarité nationale, parce que moi je refuse que ce soit les assurances qui déterminent les conditions de notre existence. La protection des risques. Justice, toujours. Justice territoriale, parce que nous devons avoir une solidarité entre collectivités et l'État lui-même assurant une péréquation. Justice, toujours, parce que nous devons protéger le pouvoir d'achat. Eh bien oui, il y aura des tarifs de base pour l'eau, l'électricité, le gaz, pour que au moins les familles puissent savoir ce qu'elles peuvent dépenser sans craindre une augmentation des tarifs. Nous bloquerons aussi le prix de l'essence pendant 3 mois pour contrôler les marges de distribution. Et nous introduirons une fiscalité sur les carburants différente d'aujourd'hui. Parce que l'État ne peut pas gagner quand même 1 centime d'euro sur la hausse du prix des carburants. Protection du pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la crainte que beaucoup de nos concitoyens expriment. Comment faire? Non pas pour boucler la fin de mois, mais déjà au milieu du mois. Et là encore, nous devons aussi donner une protection aux salariés. Je ne sais pas ce que sera le projet du candidat sortant. Enfin si, je le connais, vous aussi. C'est son bilan. On le connaît, son bilan. Il a été précisé, c'est le chômage au plus haut, pouvoir d'achat au plus bas, des déficits, des dettes. Voilà le bilan. Comment le présenter, ce bilan? C'est compliqué pour lui. Mettez-vous un peu à sa place, enfin, si l'on peut dire. Mais il y a aussi une manœuvre qui consiste de sa part à annoncer autant de propositions qu'il y a de jours de campagne. Je m'y perds moi aussi. Paraît que ça vient jeudi. Jeudi, nous annonçons son projet. J'ai pensé qu'il allait le faire après le 6 mai. Il nous annonce même des surprises. Mais la surprise, on l'a déjà eue depuis 5 ans. Et elle est mauvaise. Et autant de propositions pour quoi faire? Pour cacher. Quel bilan, en définitive? L'autre jour, c'était vers les jeunes qu'il s'adressait. Il avait trouvé une nouvelle idée. Les jeunes ont des difficultés, eh bien il y aura une banque pour les jeunes. Comme si aujourd'hui, les jeunes cherchaient un crédit, mais non, ils ne cherchent pas un crédit. Ils cherchent une formation, une qualification, un emploi, un logement, une dignité. Et quand je regardais ce qu'était la banque en question, c'était en fait un service Internet qui servait, comme on dit, d'interface entre les banques et les jeunes. Je me suis même demandé si cette proposition n'annonçait pas une augmentation des frais d'inscription dans les universités. Vieille idée de la droite. Moi je vous dis, il y a aussi, au-delà de ce qui sera annoncé, un programme caché, mais que vous connaissez, les conventions emploi-compétitivité, qui ne serait rien d'autre que l'abandon de la durée légale du travail. Ils y pensent depuis tellement de temps. C'est 35 heures. Ils nous en parlent comme si c'était les 35 heures qui étaient responsables de la compétitivité de l'économie française dégradée. Non, ce sont eux les responsables. Les entreprises peuvent aujourd'hui faire autant d'heures supplémentaires qu'il leur est loisible de faire. Donc, leur idée, c'est de faire que désormais, il n'y ait même plus d'heures supplémentaires, il n'y aura plus d'heures légales. Et de faire en sorte que les salariés soient sous la contrainte, s'ils veulent garder leur emploi, de renoncer à leurs droits. Voilà le programme caché de la droite. Et le programme caché, c'est aussi l'austérité. Ils nous disent, oh, avec la gauche, vous aurez les impôts. C'est fait, les impôts, ils sont là. Et on a même l'annonce d'une TVA au mois d'octobre. Eh bien, le choix, il est simple. Si vous ne voulez pas de ce programme-là,
changer de président. Ne croyez pas que l'élection serait faite. Ne pensez pas qu'il suffit simplement de capter la colère, de prononcer une sanction. Non, nous avons mieux à faire, parce que nous sommes la gauche. La gauche n'est pas simplement un refus, un rejet, une condamnation. La gauche, c'est une espérance. C'est celle que nous devons porter. La confiance, la justice, le respect. Oui, le respect. Le respect, d'abord, en étant exemplaire au sommet de l'État. Exemplaire sur le plan de l'autorité de l'État, de faire appliquer les lois de la République, de faire vivre la laïcité. Pas de leçons à recevoir du candidat sortant en matière de laïcité.